20 000 milliards, voilà, 20 000 milliards de francs congolais comme budget déposé par le président, par le Premier ministre Samalou Kondé à l'Assemblée nationale. Une toute première parce que le dépôt se fait dans le délai de la loi. Voilà, nous allons un peu en parler. Les enjeux de cette rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau du Sénat, nous allons en parler avec John Lungila. Bienvenue, Monsieur John. Merci de penser à moi aujourd'hui, après autant de mois d'oubli. Voilà, effectivement. Hier, vous aviez suivi, comme moi, il y a eu la rentrée un peu sous plusieurs secousses politiques, avec ce qui se passe au niveau de la MOUCA, avec ce qui se passe au niveau de la CENI. C'est sous les signes d'incertitude qu'a eu la rentrée. Non, pas du tout. C'est vrai que... Il n'y a pas d'incertitude? Pas du tout. Parce qu'il y a eu rentrée, c'était dans le respect du calendrier. C'était prévu comme ça et ça a eu lieu, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y avait des agitations avec la marche de la MOUCA. Hier, je me suis retrouvé à la fois sur terrain pour constater l'effectivité de la marche. Mais vous n'avez pas été lynché au Palais du Peuple pour assister à cette cérémonie de la rentrée parlementaire. Mais c'est sous les signes d'incertitude qu'il y a cette rentrée. Mais il n'y a pas de quiétude parce qu'il n'y a pas d'entente au niveau de la désignation des animateurs, au niveau de la CENI. C'est qu'il y a toujours des incertitudes. Mais l'attente, il faut la trouver. L'ordre commence par le désordre. Donc là, on se rend compte qu'il y a une volonté de vouloir mettre en place ces bureaux pour que la CENI se mette au travail. Parce qu'il y en a qui pensent le contraire par rapport à ce que veulent les autres. Et ceci nous pousse à croire que tout le monde veut que cette CENI puisse commencer le travail. Et ceux qui pensent que les choses sont bien faites et ceux qui pensent que les choses ne sont pas bien faites, tous expriment la même chose. La marche d'hier, c'est pour faire pression afin que cette CENI se mette au travail. Autant, pour que la CENI se mette au travail, pour dépolitiser la centrale électorale, parce qu'ils ont trouvé que c'est un choix de mots. C'est un choix de mots pour expliquer une revendication. En réalité, on ne parle pas de la dépolitisation parce que cette CENI, depuis sa création, a toujours été conduite par du politique. Oui, la MOUCA a donné... Il faut voir sa composition, il faut lire même la loi qui, pour l'organisation ou la composition du bureau. Vous allez constater qu'il y a des délégués de partis politiques. Donc aujourd'hui, il est pratiquement impossible, inimaginable de dépolitiser cette CENI, à moins que nous puissions rendre la CENI au ministère de l'Intérieur. Mais là, ça sera toujours politisé parce qu'il ne faut pas voir que cette CENI sera conduite par même cette société civile. Elle est politisée. Et donc, les faits sont là, il ne faut pas l'éviter. Il faut tout simplement respecter le principe, faire en sorte que les choses se fassent dans le sens de mettre d'accord tout le monde. C'est tout ce que nous souhaitons. Parce que je suis content, parce que j'ai suivi le discours du président Mbosso qui a fait voir que l'entérinement de membres du bureau de la CENI était une priorité pour cette session parlementaire. Alors il faut vite se mettre au travail, il faut vite mettre autour d'une table tous les protagonistes afin que nous puissions aboutir à une solution, à une décision qui fera l'unanimité, qui mettra tout le monde d'accord. Comment ils seront autour d'une table quand on sait que déjà les prémices sont biaisées? Au niveau des confessions religieuses, il n'y a toujours pas d'entente. Les politiques tirent des ficelles. Ça sera compliqué. Et avec ça, le temps n'est... Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. En 2018, Kabila devait se mettre en alliance avec Félix Tshisekedi. Inimaginable. Et donc, en politique, il y a des concessions. Je suis content quand j'ai suivi le président Fayoulou dire qu'il tient à ce qu'il y ait consensus pour des réformes institutionnelles. Donc, quelque part, le président Fayoulou est d'accord pour que l'on passe par de voies pacifiques, des dialogues, des échanges, pour mettre en place la CENI. Et donc, personne ne dit qu'il ne sera pas là. Non, tout le monde dit que oui, nous serons là, mais à condition que vous puissiez tenir compte de telle ou telle chose.
Donc, il suffit tout simplement de se mettre autour d'une table, de se mettre ensemble et discuter sincèrement. Nous allons aboutir à une solution. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et je pense que ici, c'est beaucoup plus la responsabilité de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est à ces niveaux-là que les choses doivent se faire correctement. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Malonda. Parce que moi, je pense que si la tête de Malonda dérangeait, c'était possible de faire subir à Malonda un lavage de cerveau. Nous avons au gouvernement aujourd'hui des kabilistes, des gens qui ont travaillé avec Kabila, un peu comme des Pius Mouabilou. C'est un kabiliste, mais aujourd'hui, il est au gouvernement, il travaille bien. Donc, c'était possible que si la tête de Malonda dérangeait, il pouvait passer par un lavage de cerveau pour faire des choses correctement. Aujourd'hui, on semble revenir à la case de départ, mais c'est possible. Il faut tout simplement rassurer les différents protagonistes que les choses vont se faire dans le respect de texte et que le président qui sera à la tête de la CENI ne sera pas là pour satisfaire un candidat contre les autres candidats. Et c'est tout ce que, je crois, revendique même la Mouka, revendique même ceux qui n'acceptent pas d'envoyer leurs délégués pour la composition de ces bureaux. Ça veut dire que ce sont des craintes qui sont émises, mais en réalité, on n'est pas contre la mise en place de ces bureaux de la CENI. Et surtout, il faut se mettre vite au travail parce que 2022, c'est une année préélectorale. Il faut que déjà cette CENI nous prépare le fichier électoral. Il faut que déjà cette CENI nous dise si on va revenir avec la même carte. Il faut que cette CENI nous dise si on ira aux élections sans passer par les recensements. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, sache le préalable. C'est maintenant qu'il faut qu'on nous dise tout ça. Vous ne voyez pas qu'avec ça, le décor du dialogue est déjà planté. Les décors du dialogue est déjà planté parce que nous avions reçu sur ces plateaux beaucoup d'experts qui disent pour préparer des bonnes élections, il faut 3 ans avant. Et déjà pour le moment, nous sommes en 2021. S'il faut avoir des bonnes élections, 2023, ça sera difficile. C'est-à-dire, probablement peut-être 2024-2025. Alors, comment aller en 2024-2025? Parce que selon les délais constitutionnels, c'est 2023. D'où le schéma le plus simple. Non, moi, je pense que les dialogues ne peuvent jamais être exclus définitivement. Les dialogues, c'est une voie dialogue de recours, dans les buts de partager les postes. Quand on constate qu'il n'y a pas attente. Si on ne sait pas passer par le vote, il y a eu vote de Kadima, il y a eu vote de Malonda, mais ils n'ont pas été entérinés. L'entérinement pose problème. Si le vote pose problème, on peut faire recours au consensus. Le consensus peut aussi nous amener à une solution meilleure. Quand on dit consensus, ça peut être dialogue. Et donc, on ne peut pas estimer aujourd'hui que le dialogue est une méthode qu'il faut oublier, surtout que nous sommes en démocratie. Quand les gens ne se mettent pas d'accord autour, après vote, à travers un consensus, on peut trouver une solution pour satisfaire les uns et les autres. Moi, j'aimerais que ceci puisse venir de la CENI directement. Les experts, chacun émet son point de vue, son analyse. Oui, ça peut aussi être vrai, comme ça peut passer à côté, mais il n'y a que la CENI qui peut nous dire aujourd'hui si ça sera possible ou pas d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Mais c'est inapproprié si ceci sortent de la bouche de partis politiques, des acteurs politiques. Là, on est tout de suite tenté de dire que c'est un glissement voulu pour satisfaire un camp. Et c'est dangereux. Mais voulu, c'est un glissement qui était déjà bien préparé, quand bien on peut le dire vouloir ou pas, mais c'était un glissement très bien préparé par rapport à ce qui se passe. On est en train de tirer des ficelles des part et d'autre pour retarder la machine. Eh bien, on se retrouve devant un fait accompli. Devant ces faits accomplis, c'est quoi? Alors, qu'on appelle d'autres composantes pour former un gouvernement d'union nationale ou de large consensus. Le dialogue n'est pas mauvais, mais on doit aller au dialogue pour quelles raisons? Autour de quel sujet? Pour quelle finalité? S'il faut aller au dialogue pour faire revenir au pouvoir ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui ne sont pas prêts financièrement pour aller aux élections, parce qu'ils ont peur d'aller aux élections sans moyens, ils seront battus d'office et qu'il faut passer par le dialogue pour faire retarder les choses, pour ouvrir la brèche, faire intégrer les autres dans les institutions, leur permettre de se refaire une santé financière. Là, nous passons à côté et nous perdons pratiquement les acquis de l'alternance politique. Et je pense qu'ici, c'est beaucoup plus la responsabilité du président de la République en tant que garant des institutions. Voilà, maintenant, ici, les dialogues ne sont pas mauvais, mais nous ne voulons pas des dialogues
qui puisse retarder les élections parce que David Kilolo, qui a des ambitions d'être candidat, n'a pas de moyens, mais il pense qu'à travers le dialogue, il peut être nommé ministre, il peut être nommé mandataire, il va se refaire une santé financière et aller aux élections. Là, on va passer à côté. Et il y a risque, n'oublions pas, si nous comptons des morts aujourd'hui, on nous rappelle Kapangala, on nous rappelle Rossi Mukendi, c'est parce qu'il y a eu ces combats contre le glissement. Et le président de la République, qui a l'expérience, d'ailleurs, de ces glissements, la mauvaise expérience du glissement, a intérêt à éviter d'aller sur ces terrains. Parce que nous ne voulons pas que des opportunistes politiques puissent passer par ces retardements, ces retards, ces reports, pour nous dire que tu sais qu'il n'a pas bien travaillé, que tu sais qu'il est dangereux, que tu sais qu'il doit partir, qu'il faut une transition sans lui. Ça va nous faire reculer de plusieurs pas en arrière. Et oui, ça sera un éternel recommencement. Ça sera un éternel recommencement. Ceux qui ont dit qu'une transition sans Kabila, Kabila doit partir, aujourd'hui, nous allons toujours vers le même chemin. C'est ce qu'il ne faut pas souhaiter. Moi, je suis d'accord, je pense que la question liée aux moyens ne se pose pas parce que, si vous me permettez, de jeter du flair au Premier ministre Sama Lukonde. Oui, on va d'abord y arriver, c'est là qu'on va beaucoup plus s'attarder. Mais donc, moi, je pense que, M. Jean-David, nous devons éviter des procès d'intention. Nous devons regarder les choses en face et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il est maintenant question de mettre autour, je voulais d'une table, pourquoi pas, les différents protagonistes, ceux qui sont censés envoyer des délégués pour la composition du bureau de la CENI, afin que nous puissions trouver une solution et laisser l'Assemblée nationale entériner ceux qui sont désignés. Voilà. C'est ce qui est essentiel et c'est ça la priorité. Maintenant, parlons du budget. 10 milliards de dollars, 20 000 milliards de francs congolais. L'année passée, on a proposé 10 milliards, le FMI a refusé. Le FMI a refusé, il dit que non, selon certaines conditions, la RDC ne peut pas atteindre 10 milliards. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne? Oui, mais je vous sens beaucoup pessimiste, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais parce que c'est par rapport à la fois passée. Je voulais tout de suite parler du Premier ministre. C'était avec raison d'abord pourquoi. Il y a d'abord un budget rectificatif qui vient d'être déposé pour cette année. Au départ, c'était 6 milliards de dollars. Mais avec le travail sérieux qui s'est fait dans le calme, parce que Sama Lukonde, c'est une autre façon de travailler, pas avec autant de bruit, autant de folklore. Le plus important, c'est de produire les résultats. Le rendement, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, avec la mobilisation de recettes, nous avons un budget rectificatif qui passe de 6 milliards à 8 milliards. C'est les résultats d'un travail. Vous savez, en matière de chiffres, on ne tâtonne pas. Il n'y a pas de connaissances approximatives quand on parle de chiffres. Soit c'est 0, soit c'est 1. Soit vous avez, soit vous n'en avez pas. Et vous ne pouvez pas avoir un budget autour de montants imaginaires. Oui, mais il y a eu et le FMI a bien fait de rappeler qu'avec, par rapport à la réalité, on ne voit pas la RDC avoir un budget de 10 milliards. Mais je suis content qu'aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait sous la supervision, le leadership du Premier ministre Sama Lukonde. La République démocratique du Congo a un budget rectificatif qui passe de 6 milliards à 8 milliards. La République démocratique du Congo aura l'année prochaine un budget de 10 milliards. Et c'est possible avec le travail de mobilisation des recettes qui s'est fait d'abord au niveau des régies financières, mais aussi au niveau de l'encadrement avec Sama Lukonde. Nous aurons ces budgets et ça sera une première dans l'histoire de ces pays. Voilà, le 10 milliards de dollars, mais lorsqu'on essaie de voir certains secteurs, comme par exemple le secteur de la sécurité ou d'autres secteurs, ce sont des budgets qui sont un peu minimes. On veut certainement combattre l'insécurité dans l'Est, mais regardez les budgets réservés. Pourquoi? Parce que j'ai suivi le président de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Il s'est plaint parce qu'on n'a pas loué vraiment un budget assez costaud par rapport à ce secteur-là pour maintenir la sécurité dans l'Est. Je ne sais pas au niveau de l'EPST, vous êtes là, vous êtes dans ce secteur. Est-ce que les budgets alloués à l'EPST, ça sera un budget consistant? Vous avez bien fait de poser cette question et ça me permet de revenir sur le discours du président Mbosso lors de l'ouverture de la session de septembre. Il est vrai que le président est revenu sur ce qui apparaît comme priorité pour cette session de septembre. Il est revenu sur
la situation sécuritaire. Il est revenu sur les fraudes dans le secteur minier. Il est revenu sur la situation sanitaire avec la Covid. Il est revenu sur la situation politique avec l'entérinement de la CENI. On vient d'en parler. Mais je pense qu'il y a d'autres priorités qui ont aussi échappé au président de l'Assemblée nationale et ce n'est pas tard. Et c'est là où, parce que ce n'est pas un Dieu, nous avons aussi la responsabilité de rappeler au président de l'Assemblée nationale l'importance d'intégrer d'autres priorités. Vous avez parlé ici de l'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, l'éducation est un secteur prioritaire pour le président de la République. C'est la réforme phare. Et c'est même la réforme qui va jouer sur la reconduction, la réélection du président de la République en 2023. Combien l'Assemblée nationale prévoit en termes de quotas pour le secteur éducatif? Vous savez qu'aujourd'hui, la gratuité, elle est effective, surtout au niveau primaire. L'élève congolais ne peut plus rien payer parce que la gratuité, elle est décrétée. Cela suppose que l'État congolais a repris toutes ses responsabilités et en totalité. Et donc, il faut disponibiliser le moyen pour permettre au ministre qui fait déjà bien son travail, que je félicite le ministre Tony Mwaba, de ne pas faire face à des difficultés, surtout en termes de moyens. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur des partenaires pour relever les défis dans le secteur éducatif. Et je constate que ça a un peu échappé au président de l'Assemblée nationale. Je sais que le président Bosso, c'est un politique qui a le souci du social, qui tient mordicus à la formation, à l'éducation. C'est un ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Bosso. Il connaît, oui, l'importance de la formation, l'importance de l'éducation. Et aujourd'hui, l'éducation est une priorité pour le pays. Et je pense que nous comptons sur lui, sur son leadership, sur son implication pour que l'éducation, cette fois-ci, bénéficie d'un quota important. Si hier c'était 5%, pourquoi pas doubler ou tripler? Je préfère vraiment que nous puissions avoir beaucoup plus de moyens pour le secteur éducatif. Vous avez rappelé ici la situation sécuritaire. C'est bon de renouveler à tout moment l'état de siège parce que ça produit quand même des résultats. Mais combien avons-nous réservé pour les secteurs? Vous savez, les États-Unis prévoient de milliards. Le budget pour la sécurité aux États-Unis dépasse même le budget de la RDC pour l'année prochaine. C'est plus de 10 milliards que les Américains disponibilisent pour la sécurité. Rien que la sécurité. Rien que la sécurité, parce que la sécurité, c'est le socle. Si rien ne va, s'il y a des crépitements de balles à gauche et à droite, comment on va travailler? Comment on va se retrouver ici? Comment on va se réunir à l'Assemblée nationale? Comment on va se réunir en Conseil de ministres? Comment on va travailler au cabinet? Comment on va aller à l'école? Comment on va aller à l'hôpital? Et donc, la sécurité, c'est la base, c'est le fondement. Il faut disponibiliser suffisamment le moyen pour la sécurité, de manière à ce que le FARDC puisse avoir un bon salaire, nos militaires, un bon traitement. Ceux qui sont au front ne peuvent pas manquer des rations. Il ne faut pas seulement donner à manger à nos militaires, mais il faut bien donner à manger qui puisse permettre à nos forces armées de lutter et de résister. Il faut payer correctement, régulièrement, avec un salaire qu'il faut à nos services de sécurité. Il faut équiper le FARDC. Ça demande de moyens. Et donc, il revient à l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale, à la tête le président Bosso, de faire en sorte que cette session puisse tenir compte de toutes ces priorités, de manière à ce qu'on ne puisse pas revenir sur les mêmes erreurs. Voilà. Et ici, je voulais féliciter, saluer sa sagesse, parce qu'au-delà des agitations politiques, au-delà des problèmes politiques, il tient l'Assemblée nationale dans un climat de paix. Les députés font leur travail. Mais il y a des députés qui sont montés au créneau pour dénoncer un peu l'autocratie ou la dictature du citoyen Bosso, privant certains députés même des paroles. Et non, tout ça, on a vu Papa Molière, Dine Mbalemba et d'autres. Il y a même une motion, une pétition qui sert à gestation. Non, ce sont des farces. Vous savez que à un moment donné, il faut connaître les députés. Nos députés, ils sont comme des bébés. Ils sont comme des bébés. Quand il est question des avantages pour un bébé, ils ne badinent pas.
il n'a pas besoin de vous dire que maman, je ne veux pas réclamer à manger parce qu'il y a des visiteurs. Même dans un taxi-bis, le bébé pleure. Même dans un métro, les bébés pleurent pour revendiquer ses droits. Ce sont nos députés, ils sont comme des bébés. Ils revendiquent surtout quand il s'agit de leur avantage. Vous citez Nemalemba, c'est parce qu'il y a un avantage quelque part qui n'a pas trouvé satisfaction. C'est pourquoi il se plaint un peu. D'ailleurs, mais Mbosso fait bien de rappeler à l'ordre tout le monde. Il ne peut pas aussi être un président complaisant. Il ne peut pas être là seulement pour satisfaire les députés. C'est soumettre aux caprices des uns et des autres. Voilà. Mais il doit aussi rappeler à l'ordre si certains se perdent à un moment donné. Beaucoup. Et il le fait bien conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je vais vous chercher pour cette question. On va terminer avec ça. Oui. Je vous ai cherché, je ne sais pas, vous étiez où, mais une question qui vaut encore son pesant d'or par rapport à cette histoire des TENAFEP, les 16 millions. Où est-ce que vous en êtes? Qui a un peu éclaboussé les deux personnalités, IGF ainsi que non, il y avait juste, il y a eu juste une petite agitation. Hein, qui voulait... Parce que je vois Tony Mwaba qui tient, et même au niveau du Conseil des ministres d'ailleurs, on a même avalisé. Mais effectivement, vous l'avez dit, vous l'avez reconnu. Voilà. Si aujourd'hui le Conseil des ministres constate c'est que le ministre pense. Vous savez, monsieur David, il faut connaître les choses, la réalité. C'est quoi la réalité? Vous savez, quand on organise TENAFEP ou examen d'État, ça veut dire les intervenants, et permettez-moi la tautologie, n'interviennent pas tous au même moment. Quand il faut faire les questionnaires, on fait venir les inspecteurs pour les questionnaires, ils interviennent, après ils partent, il faut qu'ils soient payés. Après l'étape d'élaboration des questionnaires, il faut les épreuves proprement dites, les surveillants. Quand ils viennent, après les épreuves, ils partent, il faut qu'ils soient payés. Après cela, il faut la correction, les correcteurs. Quand ils interviennent, à la fin, il faut qu'ils soient payés. Après, ceux qui sont censés travailler pour la publication des résultats, ils interviennent. À la fin, il faut qu'ils soient payés. Ça veut dire que chaque intervenant, quand il fait son travail à la fin, il faut qu'il soit à la minute payé. Et il est difficile de passer par certains principes, je voulais dire, voulus, impératifs des finances publiques pour atteindre le résultat. Et c'est là où il faut rendre la tâche facile au ministre. Parce que s'il faut passer mordicus au principe des lois de finances, nous n'aurons pas TENAFEP, nous n'aurons pas examen d'État. Conséquence, nous aurons une année blanche. Conséquence, la gratuité sera sabotée, la gratuité va suivre. Et c'est dangereux. Merci beaucoup. Il faut arrondir les angles et le ministre n'a pas tort. Voilà, je n'ai pas dit que l'IGF a raison. Merci beaucoup, John Lungila. On a commencé par la détente, la bonne humeur, la gaieté. On va terminer aussi par la gaieté avec cette fois-ci la culture.